Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, ça change un petit peu. On en avait parlé les dernières fois. On reçoit un nouvel invité avec Thomas. Salut Thomas, bienvenue. Salut Julien, merci de me recevoir. Avec plaisir. Juste avant que je te laisse te présenter, j'aime bien toujours poser une première question pour casser un petit peu la glace. C'est te demander quel a été ton pire investissement. Celui où vraiment si tu te disais si j'avais pu ne pas le faire, je ne l'aurais pas fait. J'aime bien un peu poser cette question parce que avant qu'on parle des investissements qui ont réussi, c'était pas sympa de voir un peu ceux qui n'ont pas marché. Ouais, alors étrangement celui où si je devais ne pas le faire, je le ferais pas. Ce serait peut-être mon premier immeuble, qui est le plus gros avec beaucoup de travaux parce qu'il y a eu des complications et Ok. et finalement tu dis que ça fait beaucoup de moyens qui sont déployés pour un rendement intéressant, mais en fait j'aurais pu faire plusieurs OP plus petites pour le même montant et sûrement plus rentable. Ok, ça c'est intéressant parce que souvent quand je pose cette question, en général c'est des investissements un peu plus financiers ou des trucs un peu Ouais, exotiques que les gens ont pu faire en se disant ah c'est génial, j'ai trouvé la martingale, ça va ouais. marcher, je vais devenir riche avec ça. Et au final ils sont bon bah en fait ça marchait pas, c'était un Ponzi, j'ai perdu mon argent. Et c'est intéressant de voir un investisseur IMO qui te dit bah finalement une de mes premières OP qui m'a pris le plus de temps, si je pouvais je l'aurais pas faite. Ça c'est Ouais, c'est ça. Bah, après, parce que sinon, j'ai fait des investissements financiers, ouais, crypto notamment, où forcément, j'étais rentré quand c'était le oui, FOMO de toujours 2021. ouais. Mais en fait, le montant, il est pas si élevé. Donc, en fait, En- c'est pas très grave, quoi. c'est pas très grave. Finalement, tu Ok. perds quelques centaines d'euros, c'est pas très grave. Alors que sur un gros projet immobilier, en fait, tu perds vite des milliers d'euros, ou du moins, c'est plutôt des milliers d'euros de coûts d'opportunité que t'as loupé parce que tu aurais pu faire autre chose plus intéressant et plus rapide. Ok, super. Je vais te laisser éventuellement te présenter parce que bah forcément nous on se connaît un petit peu maintenant. T'es un auditeur du podcast, donc c'est par ce biais qu'on s'est rencontrés. Du coup voilà, si tu peux prendre 2 petites minutes pour te présenter un peu à nos auditeurs. Ouais, ça marche. Thomas, j'ai 32 ans. Je suis investisseur immobilier depuis 2021. J'ai commencé. En même temps, je suis papa de 2 enfants. Je suis salarié à la fois. Et aujourd'hui, j'ai 20 lots entre ma résidence principale et 19 autres biens. Ok, Et voilà. Et puis là, je suis en pleine sur l'année 2025. On va dire que là, j'ai tenté une acquisition fin 2024, finalement, bon, on en reparlera, mais qui n'est pas allé au bout, mais qui m'a permis de mettre le point, la lumière en tout cas sur certains points de mon parc immobilier qu'il faudrait refaire. Donc là, je suis en train de revoir pas mal de choses pour. ok. Donc finalement c'est bien parce que t'es à un moment un peu intéressant. Je pense que t'as fait ton premier arc dans l'immobilier. On va dire les 3-4 Ouais, premières années, c'est souvent celle où bah, faut prendre un peu de vitesse. C'est là où tu vas beaucoup apprendre, faire t'enchaînes. t'enchaînes, fais pas mal d'OP, et il y a toujours le moment où tu prends un peu une pause. Nous, on avait eu exactement la même chose 3-4 ans après qu'on ait commencé, où tu te dis, bon, attends, où est-ce que je vais? Qu'est-ce qu'il faut que j'optimise sur ce que j'ai déjà? Et surtout, ben, sur quoi je me dirige pour la suite? Ouais, c'est ça. En fait, ça a été le truc. Bon, ok, j'ai eu un blocage. Là, je peux pas continuer à acheter d'autres lots. Par contre, c'est peut-être un bon moment de se dire bon, je regarde ce que j'ai, qu'est-ce que je peux optimiser, et après, une fois que c'est optimisé, ben repartir un petit peu à la chasse et re-enchaîner proprement. Ok. Et justement, toi, côté pro, tu travailles indirectement dans l'immobilier. Tu as été agent immobilier au début? Ouais, c'est ça. J'ai fait 5 ans d'agent immobilier Ouais. où j'étais agent commercial. Donc pour ceux qui connaissent pas, souvent les agents immobiliers, agents commerciaux, en fait, sont payés que à la com. Il peut y avoir des salariés, mais c'est rare. Mais souvent c'est payé que à la com. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis après j'ai changé, tout simplement parce que quand j'étais agent immobilier, je travaillais avec tout type de clients. Des particuliers comme des pros, et ce que j'aimais vraiment travailler, c'était les pros. C'est venu en fait parce que j'ai commencé à investir dans l'immo en même temps, et donc quand on investit, on va creuser sur des sujets un peu plus complexes, et en fait c'est ce qu'on aime finalement après. Euh, et donc j'ai voulu me réorienter pour vraiment travailler qu'avec une cible professionnelle, et donc là j'ai changé un petit peu. Je suis toujours dans l'immobilier, mais je travaille qu'avec des patrons d'agence aujourd'hui. Ok, d'accord. Et justement, ça c'est un peu intéressant. J'en profite juste avant d'enchaîner sur les autres questions. Mais comment ça se passe la rémunération d'un agent immobilier, agent commercial? Par exemple, quand t'es investisseur, tu dis souvent bon ben voilà, j'achète un immeuble 200 000 euros, je vais devoir payer une com de 7 000 euros à l'agence ou à l'agent immo. Comment ça se répartit d'ailleurs? Comment t'es payé là-dessus? Alors ça va beaucoup dépendre si tu es en agence traditionnelle, on va Oui, dire, ou si tu es dans un réseau de mandataires. d'accord. Un réseau de mandataires, souvent, il y a
des pourcentages de commission qui sont bien plus élevés, OK. parce qu'en fait, il y a pas de charge fixe et c'est le principe des réseaux de mandataires. En fait, les mandataires payent des abonnements au réseau pour avoir accès à tous les outils, etc. Et en contrepartie, en fait, ils ont un pourcentage grosso modo qui va être 70-75% et plus D'accord. des frais d'agence qui vont eux refacturer au réseau. Et après en agence, t'es plus bas, t'es plus aux alentours des 45-50%. Enfin voilà, ça va tourner à peu près à 50%. Donc t'es dans une agence, tu vas facturer, on va prendre l'exemple de 12 000 euros TTC Oui. de frais d'agence, donc ça fait 10 000 euros hors taxe. Et toi, t'es agent commercial, tu mets ton pourcentage, donc 45-50 sur ces 10 000 euros que tu factures à l'agence, et ensuite tu déclares ton URSSAF, etc., etc. Donc finalement, si tu regardes le montant total facturé, est-ce que à la fin, Il te en reste tant qu'agent co, tu récupères, finalement, c'est pas tant que ça. OK, ouais, c'est intéressant. Moi, je l'avais déjà vu parce que forcément on a des amis agents immobiliers avec qui on en a déjà parlé. Mais c'est vrai que des fois, on se rend pas compte que comme ça, quand tu as une commission d'agence aussi élevée, à la fin des fins, ce qui reste dans la poche, c'est pas si énorme. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au début, tu peux, quand t'es agent immobilier, tu peux te dire, ah super, je facturais 8 000 euros de frais d'agence. OK, finalement 8 000 euros, t'enlèves la part de l'agence, la TVA, l'URSSAF, etc. Et bon, c'est cool, hein, mais mais t'es agent co, quoi. Donc après, Oui, t'as pas les avantages du salariat, t'as pas de congé payé, t'as pas de cotisation chômage, ta mutuelle, c'est toi qui te la prends, l'essence, c'est toi qui te le prends. c'est Enfin, sûr. voilà. Et puis en plus, j'imagine, que quand, tu es en vacances, entre guillemets, c'est quand même toi qui dois répondre aux tes clients parce que tu veux être sûr que, C'est entre ça, guillemets, les compromis aillent au bout. Donc entre guillemets, tu es, tu un chef d'entreprise, quoi. Du coup, tu es toujours obligé c'est ça. d'être au travail, quoi. T'es en vacances, mais t'es pas vraiment en vacances. Il faut que tu restes Ouais, dispo. Faut que tu restes dispo pour tes clients. Bon, après, des fois, il peut y avoir des côtés cool, hein. Ça m'est déjà arrivé de faire des ventes en vacances. Je me oui, rappelle une vente. En plus, c'était une connaissance qui avait investi sur Toulouse, qui est originaire, de Montpellier. Et, donc, c'est moi qui avais vendu son appartement. Et en fait, j'étais en vacances. Moi, j'étais en Corse, avec mon épouse. Et puis, je reçois un appel quand j'avais, les pieds dans l'eau, d'un de mes collègues qui me dit, ah, Thomas, j'ai pris une offre sur l'appart. oui, Je dis, ah, attends, bouge pas. Donc, tu fais la négociation, oui. les pieds dans l'eau, Dans et les puis pieds ça dans l'eau, passe. Donc quelque part, il y a aussi des bons côtés où quand ça se passe comme ça, c'est cool c'est parce cool, que ouais. dans ta tête, tu dis bon, OK, mes vacances, ça s'est un peu rentabilisé. Et toi, du coup, c'était dans un réseau de mandataires que tu étais agent immo? Non, j'étais dans une agence. OK, dans une agence. Donc, c'était quoi? C'était, une agence, qui était elle-même dans un réseau? C'était vraiment un pur Oui, oui, c'est indépendant, une agence, enfin, je peux le dire, c'était une agence Orpi. Oui, d'accord, Donc, OK. Orpi, c'est un des plus gros réseaux d'agences en France, où ils ont Oui, la particularité, c'est une coopérative, en fait, Orpi. d'accord, Mais après, chaque agence est totalement indépendante et ils gèrent un petit peu comme ils veulent. Ils ont une charte Orpi à respecter, d'accord. mais après, c'est des entreprises indépendantes. C'est vrai que là, j'avais vu parce que nous, c'est déjà arrivé quelques fois forcément, vu que c'est un gros réseau qu'on rencontre des agents immobiliers Orpi et c'est vrai que, c'était assez différent. C'est-à-dire qu'il y en a qui étaient très professionnels et tu sentais que, l'agence fonctionnait très bien Mm. et par exemple, ça fait partie des agences où, on aurait pu éventuellement, leur demander après de faire la gestion, des Ouais, locataires ou ces choses comme ça et après, par exemple, il y avait d'autres agences Orpi où là, déjà là, travailler avec eux pour une acquisition, c'était compliqué, mais ouais. jamais on leur aurait confié la gestion Ouais, des biens en en location, fait, quoi. ça dépend beaucoup. Et puis, enfin, nous, on le voyait en interne, c'est qu'on avait régulièrement des classements et des agences, parce que toutes les agences, quand elles sont groupées, elles forment des GIE, c'est des groupements d'intérêt économique. OK, Donc nous, je me rappelle qu'il y en avait quoi, une quarantaine, grosso modo, sur Toulouse. Et donc tu reçois généralement les classements des négos avec le chiffre oui, d'affaires qu'ils ont généré, et aussi des agences. Effectivement, t'en as qui marchent mieux que d'autres. Et donc t'en as qui sont très très bons, certains qui sont là depuis des années et des années, qui connaissent tout le monde et ils chiffrent beaucoup. Et d'autres, comme beaucoup dans l'immobilier, il y en a qui viennent, qui essaient, et puis finalement au bout de 6 mois ils se disent, ah, c'est pas si rémunérateur que ça, ouais, ou du moins il faut beaucoup bosser au début gratuitement, en fait, finalement, entre guillemets, ouais. pour avoir de la REM. Donc ça change beaucoup. Donc si t'as de la chance, tu tombes sur un vétéran, on va dire, en fait, qui va être très très bon. Ou sinon, si t'as pas de chance, tu peux tomber sur le débutant qui n'y connaît rien et qui était là juste par opportunisme, Oui, et tu sais que dans 3 semaines il fera autre chose, quoi. pour autre chose, ouais, tout à fait. OK, OK. Et d'ailleurs, toi, quand tu étais, agent immobilier, du coup, là-dessus, quelle était un peu la typologie de biens que tu vendais? Tu faisais tout? C'était plutôt des apparts, des maisons, du locatif, de la De résidence principale? Ouais, de tout. On avait pas mal de retours de défisques quand OK, même, parce que c'était assez facile à travailler, en oui, fait.
Tu regardes une copro qui s'est terminée il y a une dizaine d'années, grosso modo, tu sais qu'ils ont loué pendant 9 ans, ils ont fini leur Pinel pas rentable et là aujourd'hui ils ont plus la carotte du crédit d'impôt, donc il faut vendre. Donc tu sais que voilà, t'es en 2020, la copro qui s'est terminée en 2010, tu sais que si tu chopes la liste des propriétaires et que t'essaies de les avoir un par un, Tu chopes pas mal de mandats, quoi. tu vas choper du mandat plus facilement. Et donc on avait pas mal, surtout que t'avais beaucoup de T2, donc ça se vendait bien. Enfin voilà, c'est le produit qui se vendait bien. Après c'était tout type de produits. Ça reste quand même des agences généralistes, donc souvent t'as pas les produits de luxe, les trucs que tu peux voir comme sur Kretz ou autre. Mais sinon t'as de tout. D'accord. Et des immeubles de rapport, t'en faisais? Alors le problème, les immeubles de rapport à Toulouse, il y en a pas beaucoup. Donc tu peux avoir des fois des immeubles, mais c'est plus compliqué parce que c'est enfin moi perso, j'en ai jamais eu à la vente et ceux que je voyais qu'il y en avait à la vente, c'était souvent des personnes qui étaient dans le métier depuis longtemps, qui connaissaient beaucoup de monde et notamment les propriétaires d'immeubles. Voilà. C'est bien, ça confirme un point que j'ai déjà vu et dont je parle de temps en temps, c'est qu'effectivement la typologie des immeubles, des fois ça va arriver que comme ça quand t'es certains agents immobiliers qui n'ont pas l'habitude de les pratiquer, en fait ça va se sentir lors de la visite et ça peut même se sentir dans l'estimation. Il y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qu'on accompagne qui a trouvé un immeuble à 400 000 euros qui avait plus de 20 appartes, tu vois. Et pour moi il était sous-évalué. Je lui ai dit à mon avis il y a un gros red flag sur le bien et en réalité non. Et pour moi c'est que d'ailleurs je lui ai dit fais une offre au prix, c'est pas de négocier parce que sinon il y a quelqu'un d'autre qui va passer devant. Et je pense que l'agent immobilier savait pas trop comment l'estimer et je pense que ça s'est fini sur le propriétaire, combien vous en voulez, propriétaire âgé qui a dit écoutez moi il m'en faut tant et du coup on le met à temps à la vente et pour moi c'est bien, ça fait des gigas à faire de certains côtés. Et c'est vrai qu'à l'inverse nous on connaît du coup des agents immobiliers qui sont dans le métier depuis plusieurs dizaines d'années, qui ont un gros réseau de propriétaires anciens qui sont peut-être accompagnés sur d'autres OP et c'est eux finalement qui ont tous les immeubles et eux qui te disent moi chaque semaine j'ai 4 immeubles à la vente. Mais c'est vrai que ce type d'agent immobilier c'est relativement rare et c'est ceux avec qui en général tu vas faire les bonnes OP en tant et puis le conseil que tu as donné il est pertinent parce que des fois on peut en avoir et moi je l'ai vu quand j'étais agent immo, des personnes qui essaient de négocier finalement pas grand chose. T'as un bien à 300 000 et tu fais une offre à 298 ou un truc comme ça, tu dis arrête, ça sert à rien parce que s'il y a d'autres personnes qui vont passer pour 2000 euros, tu perds une OP. Donc vaut mieux quand c'est le bon prix, il vaut mieux aller au prix. J'ai eu un peu le même cas sur mon deuxième immeuble où en fait c'était le propriétaire l'avait acheté il y a longtemps, c'est une ville qui a beaucoup pris en quelques années et donc lui il l'avait acheté vraiment pas cher. Et l'agent immo quand elle a dit on le met à la vente, en fait elle a fait un calcul simple, elle a fait le calcul de certains anciens agents immobiliers sur la rentabilité, c'est je prends le loyer x 10 à 10%. Sauf qu'en fait le truc c'est que les loyers les baux sont très vieux, ils sont sous-évalués de haut. Donc en fait finalement je me retrouve à acheter un bien à plus de 10% de rentabilité et pas très cher. Parce que en fait elle a mal estimé, du moins elle a estimé par rapport au loyer, mais qui était pas cohérent avec le prix du marché. Et donc que ce soit au niveau du loyer ou au niveau du prix au mètre carré, j'ai acheté vraiment pas cher. Mais parce qu'il y a ce concours de circonstances. Et t'as fait une négo sur le prix? Non. Non, non, je suis arrivé, j'ai visité quand l'agent immo elle y allait pour mettre son panneau à vendre et je lui dis mais c'est pas la peine de le mettre parce que je vais te faire une offre au prix. Bon, elle l'a quand même mis, elle l'a retourné après mais voilà, parce que des fois quand t'as une OP qui est rentable, faut pas trop se poser non plus trop de questions, enfin du moins avant de faire une offre d'achat, pas se poser trop de questions. Entre l'offre d'achat et le compromis, t'as tout le temps de te poser toutes les questions que tu veux vérifier, etc. Mais le principal en fait c'est de contre-signer une offre d'achat, au moins le bien il est pour toi, il t'est réservé et après tu peux faire tes calculs. Non, mais c'est ce qu'on dit souvent aussi parce que au final des fois il y en a qui se trompent sur la négociation et à quoi elle sert, c'est-à-dire que le but quand tu fais une négociation c'est pas simplement de négocier le prix parce que on négocie le prix, non, c'est t'as le prix qu'en demande le vendeur par le biais de l'estimation de l'agent immo et après t'as le prix du marché et en fait c'est que tu dois faire des bonnes affaires, c'est-à-dire que tu dois acheter un bien que si jamais tu dois le revendre, tu le revends au moins ce que tu l'as payé et c'est dans ce cadre-là que tu dois faire une négociation. Et effectivement quand des fois ça peut arriver, tu trouves des petites pépites qui ont été mal estimées ou qui sont juste décorrélées du prix du marché, faut mieux acheter. Nous ça nous est arrivé une fois qu'on rate une OP justement pour une petite négo qu'on avait voulu faire. Alors je pense qu'il était légèrement au-dessus du prix du marché mais dans une zone qui était tellement demandée, puis on était en 2021, c'était aussi un moment donné où les vendeurs étaient en position de force et nous on a voulu négocier un petit peu pour l'avoir au prix qu'on trouvait juste par rapport aux travaux qu'on devait faire et finalement il y a quelqu'un qui est venu qui a fait une offre au prix alors qu'il y a peut-être
Suracheté un petit peu, et encore, là on est en 2025, Ouais. je pense qu'aujourd'hui En il a fait, pas suracheté. c'est ça, c'est ça. L'avantage de l'immobilier, c'est que c'est un petit peu sur le temps long, à moins que tu fasses Oui. une opération de marchand de biens où tu revends de suite, mais c'est un peu sur le temps long. Donc, tu peux, si l'OP elle est vraiment bonne, tu peux acheter un tout petit peu au-dessus du prix, c'est pas trop grave parce que finalement, avec les années qui passent, en fait, ton prix de marché va Tout à fait. rattraper ton prix d'achat, donc c'est pas trop grave. Mais OK, faut saisir les bonnes affaires quand on les voit. toujours. Et du coup, comment tu en es venu à faire, ta première opération IMO? C'est tout de suite quand tu es devenu, agent IMO? C'était encore avant? C'est à quel moment tu as eu le déclic de te dire: «OK, je vais et ça peut être intéressant de constituer du locatif»? Et est-ce que en plus, une deuxième question en même temps, est-ce que tu t'es dit tout de suite: «OK, je vais en acheter beaucoup», tu t'es dit: «Non, d'abord je fais une petite OP parce que ça vaut le coup de commencer à faire du patrimoine», et c'est après tu t'es dit: «OK, il y a peut-être un truc à creuser»? Ouais. Alors moi, c'était pas de suite en commençant l'immobilier, parce qu'en fait, quand j'ai commencé l'immobilier, j'y connaissais rien. Ça a Oui, été un petit peu par hasard que je suis tombé dedans. En fait, il se trouvait que la plupart des agences IMO, quand elles recrutent, elles cherchent quelqu'un avec soit des diplômes en rapport avec l'immobilier ou sinon au moins une expérience. Et moi, j'étais tombé sur la seule agence en fait qui s'en foutait des deux, parce qu'ils disaient, ben moi, je préfère avoir quelqu'un qui est vierge, on va dire, de l'immobilier et le former à ma façon, à mon école. Euh, et donc je suis arrivé dedans, le directeur il aimait les montres et j'ai bossé dans l'horlogerie OK. et le responsable d'agence, lui, il aimait le côté sportif et je faisais du crossfit en compétition. Enfin, alors j'en fais D'accord, toujours, mais OK. plus en compète. Et voilà, c'est ce qui leur a plu. Et donc, du coup, quand j'ai commencé, j'y connaissais vraiment rien. Et donc, l'investissement immobilier, quand j'ai commencé, en fait, c'est ce que je voyais sur Toulouse, en fait. Oui, Et du coup, le taux de rendement moyen sur Toulouse, c'est comme ici à Montpellier. Grosso modo, il est pourri. oui, c'est sûr. C'est du patrimonial, donc c'est à 3, 4, 5%. C'est le bout du monde. Et donc cash flow, je sais même pas ce que c'est. Inexistant. Voilà. Ouais, ça c'est Donc sûr. si tu veux, j'étais pas du tout éveillé à tous ces sujets-là. Et et puis c'est arrivé pendant le Covid, je crois le premier confinement, le tout premier où on était bloqué à la maison et tout ça. Et en fait, je suis tombé sur des vidéos d'investissement immobilier. Donc j'ai pris la formation, donc c'était Christopher Wangen, OK. qui a la formation qui a été très intéressante. Alors moi, du coup, ça faisait déjà un peu plus de 2 ans que j'étais dans l'IMO, donc sur le côté pratique de l'immobilier, j'ai pas appris Théorique, ça. grand-chose. OK. Mais après, sur toute la partie investissement, etc., là, j'ai un peu plus appris. Mais en fait, ça a surtout été un déclic de me dire, bon, ok, en fait, il n'y a pas que les appartes du centre-ville à Toulouse qui existent. Oui. Il y a d'autres villes qui marchent. C'est pas parce que il y a pas 300 000 habitants que c'est pas dynamique. Et en fait, tu peux avoir des prix qui sont où tu as une décorrélation un petit peu entre le prix de la location et le prix de l'achat. Et en fait, tu peux avoir des opérations rentables. Et donc, sortie de confinement, j'avais déjà trouvé un bien pendant le confinement, donc j'avais planifié le rendez-vous Oui, bien longtemps à à la l'avance. sortie, voilà, starting block, on avait dit ouais, c'est tel jour, je crois 14 mai ou un truc comme ça. Vous pourrez ressortir et tout ça. Bon, bah, OK, Parfait, 14 une mai, je fais attestation la pour aller, visite. à Carrefour, pour aller Voilà. visiter, c'est Franchement, je m'en suis jamais fait. J'ai pas eu le courage de me faire moi-même une attestation. Mais bon, on avait des attestations. Oh oui, non, ça a pas marché. Mais on avait des attestations pro en tant qu'agent oui. IMO. Et en fait, t'en avais une qui te durait Bah le oui, tu temps. fais dire, moi j'avais la même Ouais. chose, comme on faisait Et des c'est rendez-vous extérieurs en tant que banquier, t'avais ouais, une qui oui, tou moi ça touchait tout le Languedoc en plus, donc autant ouais, dire que je pouvais faire des ouais, ventes tranquillement, quoi. c'est ça. Et donc sortie de confinement, je vais visiter un premier bien. Et donc forcément, en fait, entre je suis agent immobilier et j'ai fait la formation. Comment ça s'appelle? C'est la courbe de l'affaires, ou plus t'en connais, Ah plus je ne crois que t'en connais c'est aussi. l'effet, Denis Krieger? Ouais, c'est pardon, Denis La courbe Krieger. de c'est sur les impôts, ouais, Oui, c'est c'est ça. C'est pas loin. Ouais, ouais, donc en fait, je connaissais un petit peu et je me suis dit, bon, ok, t'es le roi du monde. oui, Donc j'avais trouvé une ruine à retaper, mais en fait une ruine, quoi. T'achètes vraiment 4 murs et à retaper, mais c'était 90 000 euros d'achat, plus de 300 000 euros de travaux dans une ville qui est pas spécialement dynamique. Mais bon, je me suis dit, ah, vas-y, ça se loue. J'avais mis des fausses annonces sur le Bon Coin, j'avais plein de messages. oui. Enfin voilà. Et donc projet beaucoup trop gros pour un premier, surtout quand tu arrives à la banque. Je suis auto-entrepreneur Ah depuis oui. 2 ans. Et je fais un projet avec, parce que nous en tant que banquier, le banquier calcule le ratio travaux, Ouais, et du coup, bah, forcément, si tu l'amènes un projet où tu as 75% de travaux, voire ouais, plus. c'est ça. Et la situation sur un premier achat Oui, immobilier, très peu d'épargne de côté. Enfin voilà. Donc
c'est pas passé. Bon, Ok. finalement, j'en suis content. Bon, ça m'a pris quand même du temps parce que j'ai quand même essayé. Je me suis acharné, mais forcément, ça a pas marché. Et après, je me suis de suite retourné. Je me suis dit bon, ok, un gros truc locatif comme ça, un gros immeuble pour commencer, c'est trop gros. On va partir sur un appartement. Et en fait, il se trouve que dans le quartier où était mon agence, j'avais déjà vendu un appartement dans une résidence qui était un petit peu une anomalie sur le quartier, c'est-à-dire que ça s'achetait pas très cher et finalement, j'avais déjà vu quelqu'un qui avait fait de la colocation dedans. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai vu cet appartement-là, donc c'était avant que je fasse la Oui. formation, etc., je comprenais pas. Et surtout, je comprenais pas pourquoi le mec, il vendait un appartement, c'était 120 000 euros et il avait dedans plus de 1 300 euros de loyer qui tombait. J'étais là, mais comment ça se fait? Comment c'est J'y possible? crois pas. Et puis donc après, j'ai vu les 3 baux parce que c'était une Oui. coloc de 3 chambres et donc un bail par chambre. Je me suis dit: «Non mais attends, c'est fou ça». Enfin bref. Et donc je m'en suis rappelé après. Je me suis dit: «Bon bah OK, je vais essayer de trouver». Donc j'ai trouvé un appart dans cette résidence. D'accord. Donc un T3 avec un double séjour, donc c'est très Oui, simple. Le facile double à transformer séjour, en voilà, T4. Ok. tu mets ta cloison et t'as un T4 et en avant pour la coloc. Donc ça a été mon premier bien. C'était fin 2020 que j'ai trouvé le projet, j'ai signé la promesse et donc début 2021 j'ai été T'avais les clés. propriétaire. Ouais. Ok. Il y a eu un peu de travaux dans cet appart ou pas spécialement? Ouais, ouais, si un petit peu de travaux, c'est plus des travaux d'embellissement en fait, parce Ok. que il était relativement en bon état. Oui. Surtout que c'est une vieille copro des années 50, ouais, c'est fin 50. Ok. T'as un joli parquet, un vrai parquet bois Oui. dans les chambres et dans le salon. T'as une dalle béton, enfin les années 50 quoi. Donc Oui, ouais, c'est. voilà, c'est Ok. sonorisé, donc il y a pas de problème, mais ça fait un côté qui était joli. En plus, il était verni, enfin voilà, donc D'accord. un peu de cachet. Finalement, juste la cloison à faire pour séparer le séjour, refaire un petit peu la salle de bain, une cuisine, et voilà. Donc finalement, ça a pas coûté très cher parce que j'avais trouvé en plus on m'avait recommandé un auto-entrepreneur qui touchait un petit peu à tout, donc c'est lui qui m'a tout Ah, fait. c'est bien, ouais. Et Ces entrepreneurs-là, c'est les meilleurs pour faire les petits chantiers, on va dire. ouais, Parce que le mec est tout seul, donc forcément en termes de coûts fixes et de main d'œuvre, entre guillemets, il est souvent moins cher que les autres. Et il est bien pour les petits chantiers. Il faut juste faire attention, je trouve, avec ce type d'entrepreneur, c'est que tu peux pas les prendre pour rénover un immeuble parce que si le mec est tout seul, il va mettre un non, an. et puis en fait, des fois tu reprends le même, c'est arrivé, hein. Oui. Deuxième appart, deuxième coloc, même résidence. D'accord. On se dit bon bah ok, même équipe, je reprends le même mec pour refaire les travaux. Bon, c'est pas très bien passé du tout. Ah, mince, ok. Au finalement, il finit et en fait, toi, tu repasses derrière et tu dois refaire plein de trucs. Donc D'accord. Ouais, ok. voilà. Mais effectivement, bah, c'est pas cher. Donc sur ta première OP, t'as besoin de générer du cash flow, donc d'avoir un budget travaux qui est pas très élevé. Tout à fait. Et tu dois rentrer dans un budget, je crois que j'avais 12 000 euros. Donc dans 12 000 euros, tu dois rentrer les travaux, la cuisine, les Oui. meubles. T'as pas trop le choix que de prendre C'est sûr. pas le meilleur artisan quoi, mais celui qui est pas très cher. T'avais pu faire financer les meubles sur cette OP-là? Bah alors les meubles, sur le papier non, mais en vrai oui. D'accord. Ok. J'avais fait voilà, Ok, je c'est comprends. devis travaux. Après l'auto-entrepreneur, lui il te fait des factures, il s'en fout, donc tu débloques le budget travaux à la banque, mais Oui. c'est pour passer ta commande Ikea quoi. D'accord. Ok. 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 Ouais, je vois bien. Je vois bien parce que ça c'est souvent une question qu'on me pose, c'est le financement des meubles et t'as certaines banques on va dire qui sont plus simples que d'autres parce que Ouais, t'en as certaines qui sont regardantes sur les factures, d'autres pas. ouais. Et c'est vrai que moi celle dans laquelle je travaillais, ils étaient un peu plus regardants et on va dire c'était vraiment les meubles de la cuisine. Donc Ouais, si tu mettais autre chose mais dedans ça passe en pas. général, les banques aiment pas du tout financer les meubles et même d'ailleurs, ça c'est un conseil que je peux donner à tout le monde, c'est que des fois il y a certaines personnes qui demandent à ce qu'on mette du meublant dans les biens immobiliers. Par exemple, tu achètes un appart 150 000 et tu estimes qu'il y a 10 000 euros de mobilier dedans. Donc tu peux mettre tes 10 000 euros d'immobilier, donc ton prix de tes frais notaires ils seront pas calculés sur 150 mais sur 140. Mais par contre ces 10 000 euros là, la banque elle va pas aimer te les financer. Donc Oui. la banque s'attend à ce que tu les aies pour financer toi les meubles. Donc ça peut avoir une contrepartie de se dire bon ok t'économises un peu de frais de notaire, mais après si tu dois rajouter 10 000 euros de ta poche alors que tu aurais pu ne pas les mettre, voilà. Ouais, Donc, je suis faire attention avec le mobilier. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Moi, j'avais vu aussi à un moment donné, c'était devenu un peu la soi-disant martingale sur les réseaux, c'était le fait d'acheter des biens acte en main. Et tout le Oui, monde disait non, mais c'est génial parce que acte en main, vous allez voir le banquier, du coup, vous faites tout financer. Ben, en fait, non, la banque, elle est pas bête. Si tu viens oui. acte en main, elle va recalculer les frais de notaire Et de c'est ton ça, OP, elle va quand même te demander de les apporter. Donc, c'est c'est ça. juste que tu Puis vas bon, payer un peu plus de frais de notaire, ouais, c'est parce ça. que du coup, tu le prends acte en main, quoi. Ouais, Donc, c'est ça. Puis bon, si le mec il prend 2 minutes pour lire la page du compromis avec bah oui. le, le, le découpage du prix, il a Oui, vite oui. compris que oui, il y a des frais de notaire dedans. C'est ça, c'est
OK. Et du coup, là, t'en es, on va dire qu'on doit être en 2022 quand t'as fait tes 2 Ouais, colocs à c'est peu ça, près? en fait, mars 2021, je signe la première. Décembre 2021, je signe la seconde. Même copro. OK. La résidence, enfin en fait, même résidence et l'entrée d'à côté, même étage, donc c'est vraiment Ouais, les mêmes, c'est la presque même équipe. tes colocataires peuvent se faire coucou, Ouais, c'est ça. Mais surtout qu'en fait, c'est rigolo parce que sur cette résidence, t'as un toit terrasse qui est accessible oui. et en fait, c'est deux entrées qui partagent un toit terrasse. Et il y a Ah, 20 numéros et OK. donc nos deux entrées partagent le toit terrasse. Donc on peut avoir nos D'accord, locataires qui d'accord, peuvent c'est se faire marrant une ça. petite soirée sur le toit. Ouais. Bon, mais au moins c'est pratique parce que quand tu dois aller faire des visites ou vérifier quelque chose ou C'est même, c'est plus rapide de passer par le toit parce qu'il y a pas d'ascenseur, c'est au quatrième, donc des fois je préfère d'accord. passer par le toit Par le et toit, c'est plus redescendre. rapide? OK. Ouais, Et en plus, moi, je me dis, c'est souvent, parce que nous, on a quelques biens quand même en copropriété. En fait, tu reçois tout le temps les PV d'AG, machin. Alors, ouais, j'y jette quand même un coup d'œil, même si je me déplace pas toujours à l'AG. Je me dis là, au moins, toi, ouais. t'as qu'un PV à regarder et Ouais, c'est c'est quand même ça. un peu Puis plus après, simple, quoi. je regarde en diagonale parce que, si tu veux, quand j'avais acheté, je savais que, je crois que c'était 2 ou 3 ans avant, Oui, il y avait un ravalement de façade. d'accord. Donc, je savais qu'il y avait eu ça. Finalement, je me dis: «Bon, OK, une fois que tu as eu le ravalement, à moins qu'ils refassent le toit», mais bon, c'est pas le cas. Oui, Finalement, les gros travaux de la copro, les parties communes étaient à peu près propres. d'accord. Donc, ça va. Bon, on a eu la surprise, c'était, l'évacuation des eaux pluviales. En Oui. fait, les les canalisations elles dataient de la construction. Donc, elles ont été en fibrociment? Ouais, donc ils ont dit: «Bon, il faut Classique. les changer». Oui. OK, bon, ben, c'est, je sais pas, on a payé, un peu plus de 1 000 € par appart, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, je suis pas étonné. Donc bon, c'est la surprise. Mauvaise surprise, mais bon, Oui, oui, écoute, écoute, ça fait partie du jeu aussi. ouais, ouais, ça fait partie du jeu. Surtout qu'en plus, bah, déjà, tout ce qui est amiante, t'as pas beaucoup d'entreprises. Il faut qu'elles soient agréées, etc. Ouais, pour le faire et pour connaître pas mal de plombiers, en avoir parlé avec eux, je sais que tout ce qui est conduite en fibrociment, c'est une vraie galère parce que même quand ils doivent se raccorder dessus, des fois en fibrociment, tu vas avoir du 120 ouais, et en fait, ils sont obligés de du coup, en gros, les tailles en PVC souvent ne correspondent pas aux tailles en ouais, fibrociment. Donc quand ils doivent faire le raccord, etc. Plus la responsabilité qu'ils doivent mettre tu fais le raccordement de toute une résidence, s'il est pas bon, ouais, ça risque de faire des gros dégâts des eaux. Bah ouais, je vais m'imaginer que c'était un sacré billet, quoi. ouais. OK. Et du coup, à partir de là, tu te dis: «Bon, on repart sur une coloc, on fait autre chose?» Comment? Non, parce que, là, donc décembre 2021, décembre 2021, ma femme était enceinte. Donc après pour le premier enfant, on se dit: «Bon, l'appart dans lequel on est, il est cool, mais Oui, ça serait bien d'avoir une maison». Et OK. donc on se met à la recherche d'une maison en même temps. On en a vu une première où on était très contents, corps de ferme, et cetera. Mais en fait, c'est pareil, beaucoup de travaux. Et en fait, finalement, si tu rajoutais le prix des travaux au prix de ton acquisition, tu avais un truc qui était hors sujet par rapport Oui. au marché. Donc on a dit: «Bon, c'est pas possible». OK. Puis finalement on s'est ravisé, dit-on, on cherchait que des trucs corps de ferme en briques, Oui. etc. Enfin voilà, le truc de Toulouse, quoi. Pour finalement acheter une maison qui a été faite en 2014, parce qu'en fait elle était dans un coin qui était chouette, Oui. la maison était sympa, on avait vu le potentiel parce que la déco était pas du tout à notre goût. Et voilà, donc on se retrouve finalement au mois de février à faire une offre sur une maison. On a les on a les offres de prêt très rapidement. Mais on a dû attendre un petit peu parce qu'il y a eu une surprise juridique, où ça, ma notaire en tout cas, elle me dit: «Bah écoute, heureusement que c'est toi et on a l'habitude de travailler ensemble parce Oui. que sinon un autre client j'aurais dit, n'y va pas». D'accord. En gros, pour t'expliquer, la maison sur laquelle où j'habite, le terrain vient d'une division Oui. où en fait c'était les parents qui ont divisé pour donner le terrain à leur fille pour qu'elle puisse faire leur maison. OK. Sauf qu'au moment où ils ont fait la donation à la fille, alors ils avaient un autre fils mais qui était décédé. Et sauf qu'en fait, ce qu'ils savaient pas, c'est avant de mourir, ce deuxième fils, Avec il a fait l'enfant. un enfant. OK. Je Voilà. vois le En truc. fait, il a fait l'enfant est né après sa mort. Donc OK. il savait pas. Donc en Ah, fait, c'est le cas du cas juridique, j'aime bien, ah, c'est donc en fait, t'as un héritier mystère en fait. oui. Eux, ils ont fait une donation classique et Simple, pas oui. une donation partage parce qu'ils se Oui. disaient bah il y a pas besoin, il y a qu'un enfant, voilà, donc c'est pas gênant. Et finalement, en fait, ils s'en sont rendus compte quand nous on a signé la promesse, quand ils ont fait tous les papiers, etc. Ils se sont dit ah mais attends, il y a un héritier en fait qui a droit à la même chose du coup que la Oui. valeur du terrain. Donc après border, bon ok, la valeur du terrain, est-ce qu'on peut trouver une solution? Non, on peut pas trouver de solution parce que cet enfant il est mineur.
Donc Du là coup, il faut aujourd'hui c'est demander au juge des compliqué. tutelles. Ouais, alors tu peux pas lui demander de refuser ses droits, etc. Parce que de toute façon lui il peut pas. Si tu demandes, c'est un juge. Le juge il va jamais accepter que un Oui, enfant refuse ses il droits. va Donc demander une expertise sur la valeur de la voilà, maison. donc compliqué. Donc en fait, ce qui s'est passé pour finalement border le truc juridiquement, alors c'est un énorme pavé juridique, mais surtout le plus important, c'est sur le prix de la maison. En fait, il y a un séquestre. Donc moi, la maison, je l'ai acheté 400 000 euros. Et en fait, mes vendeurs Donc, à ils ont pas l'époque, eu la ils ont pas totalité. eu les 400 000 euros. Eux, on a retenu 100 000 euros. D'accord, ok. Parce que en fait, du coup, après avec la répartition, Oui, cet héritier mystère finalement, il a que un tiers de l'héritage. ok. Et voilà, et en fait on se disait bon bah ok, il faut se dire la valeur du terrain, mettons si elle prend un petit peu, 33%, c'est combien? Ok, on va se blinder. Donc bah il y a 100 000 euros. Donc il y a toujours aujourd'hui 100 000 euros chez le notaire qui Chez est le notaire qui bloqué, se que bloque. mes vendeurs auraient bien aimé parce qu'ils sont partis au Canada, Oui, parce que il y a cet enfant qui est là et puis ça a fait des gros mouvements dans la famille. Enfin voilà. Donc ça a pris du temps finalement parce que pour te dire, j'ai eu les offres de prêt en 3 semaines, mais on a signé en 4 mois ou un truc comme ça parce que il y avait ce petit cas juridique ouais, léger. j'imagine bien. Nous, on a eu quasiment la même chose sur une de nos grosses OP dont on parlait justement tout à l'heure, où il y a les fameux compteurs Enedis, où en Ouais. fait, on a acheté un bien qui était issu d'une indivision, où d'ailleurs il y avait déjà un des indivisaires qui était décédé, donc qui était représenté par ses ayants droit, sachant que il s'était fait une guerre juridique pour savoir à qui revenait la maison, et c'est allé quand même jusqu'en cour d'appel leur histoire. Ah ouais. Et ça faisait quasiment 20 ans qu'ils étaient en guerre là-dessus. Et en plus, eux-mêmes ont divisé le terrain avant la vente parce que grosso modo, en gros, en plus, il y a une servitude de passage. En gros, il y a un des indivisaires qui vit au fond Ouais. et qui a voulu récupérer la moitié du terrain pour le rajouter à sa propre maison. Enfin, c'était un Oh, truc. le Et bordel. en plus, le notaire en face était pas du tout réactif. Et on a eu les offres en septembre, je pense, et on a été propriétaire en mars. Ah ouais, bon, classique. Ouais, ouais. Donc voilà, ok. Et du coup, t'achètes cette maison, un peu de Ouais. travaux du coup pour la remettre au Ouais, on début. achète la Ouais, maison, ok. un petit peu de travaux pour refaire l'intérieur, où en fait, c'est nous qui avons tout refait, mis à part quelques petits travaux d'électricité où ça j'avais un électricien. Ok. Et après sur la peinture, en fait, grosso modo, ce problème juridique a un peu tout décalé parce que normalement on aurait dû signer, faire les travaux et mon premier fils naît. Ok. Et après on aménage, sauf Ok. que finalement en fait ça a tout décalé. T'as tout décalé. C'est mon fils né et puis 1 mois et demi plus tard on a les clés. Donc en fait ok, t'as un bébé qui a 1 mois et demi et tu dois faire les travaux, Les travaux, etc. ouais. Ok. Donc bon, ma femme a surtout gardé mon fils et Oui. après moi avec mon beau-père on a refait les travaux de la maison, fait D'accord. venir des oncles, etc. Enfin voilà, fait venir la Oui, famille, la les famille. copains Ok. Bon, ça va. pour faire les travaux. Donc on a refait tout l'intérieur. Donc ça c'était la première année et après la deuxième année on a refait l'extérieur parce que il y avait rien en fait, c'était un terrain vide. Il y Ok, avait oui, je vois. C'est les maisons qui ont pas, c'est pas totalement terminé. Ils ont fini toute la maison, mais en ils ont fait, pas ils fait se le sont jardin, quoi. dépêchés. J'ai appris Ouais. après par des voisins qu'en fait, ils se sont dépêchés plus ou moins d'aménager, etc. Parce que la femme attendait un enfant aussi, mais sans surprise, c'était des jumeaux, donc il faut se dépêcher. Ok. Et voilà, donc ils ont pas eu le temps après. Et puis, en fait, c'est comme beaucoup de choses. Si tu te dis bon, ok, j'emménage et je verrai ça plus tard, souvent le plus tard, en fait, il arrive jamais. Donc l'extérieur, il y avait un pommier et un trampoline, quoi. Ok, un terrain vague. Un terrain vague. Ok, ça marche. Et du coup, après ça, parce que là, t'avais financé du coup 2 colocs Ouais, plus la maison, même ouais. banque qui t'a suivi. Non, on a une première banque. Enfin, moi pour ma coloc, la première coloc c'est une banque et ensuite Ok, pour la deuxième coloc et la maison, c'en est une autre. ça une autre. Ok, d'accord. Et t'as pas eu spécialement de soucis sur les financements Non, non, du tout, du tout. La deuxième banque en fait nous a suivis sans trop de problèmes. Oui, Après entre-temps, forcément après 2 dossiers bancaires, c'était un peu mieux monté. oui. Donc la maison, puis on avait de la chance parce que vu que les propriétaires voulaient partir rapidement au Canada, ils l'ont mis à un prix qui était très, Intéressant pour le très marché. bon. Ok, Ouais, c'est ça en fait, qui était pas spécialement sous-évalué, mais qui était peut-être vraiment pile au prix ou ok. juste en dessous. Enfin voilà. Donc c'était très bien et donc aucun problème de financement. D'accord. Bon, mais top. Ça, Mm. déjà, c'est une bonne chose. T'es toujours agent commercial à ce moment-là ou t'es passé salarié? Non, j'étais toujours agent commercial là. Ok. Ok, ok. Et pareil, pas de souci là-dessus. Ça avait plusieurs Non, bilans, non. j'imagine. Ça faisait quelques années que tu Ouais, l'étais c'est ça. maintenant. Non, non, pas de souci. Puis en plus, mon épouse est profession libérale, donc tu vois, aucun salarié. Aucun salarié. Mais Ouais. la banque qui nous suit, qui nous fait confiance,
qui comprend surtout. Alors l'avantage aussi, c'est on n'était pas avec un chargé de clientèle particulier, mais professionnel. Et donc lui, en tout cas, ma partie, moi, agent commercial, il comprenait, et ma femme, profession libérale dans la santé, donc il comprenait. Et puis quand t'as le premier bilan qui est bon, en fait, il se doute, dans la santé, du moins, tu peux pas avoir de grosses chutes, quoi. Tout à fait. Bah, en fait, dans la santé, souvent les banques elles retiennent dernier bilan directement. Ouais. Ça c'est quand même. Là, il y en avait qu'un, donc. Ah bah voilà. C'est pour ça, il nous a fait confiance, ouais, il nous a suivis, et puis bon. C'est pour ça que j'ai souvent beaucoup de questions d'infirmières, de kinés, même des fois des médecins qui débutent aussi, qui veulent tout de suite faire de l'immobilier, qui me disent mais j'ai pas 3 bilans, ça va être compliqué, etc. Ouais. Alors c'est vrai que dans la santé, les banques savent qu'en général, en réalité, allez, si peut-être médecin, kiné, tu vas peut-être avoir une évolution de chiffre d'affaires du fait que tu as une patientèle qui évolue, etc. Mais grosso modo, si tu es capable de faire une rémunération, je sais pas moi, de 50 ou 100 000 en fonction de ton métier et combien tu travailles la première année, ils savent que tu feras au moins la même chose l'année d'après. Oui, c'est ça. Il y a pas de grosse baisse. Ça peut aller à la hausse parce que ça change un petit peu, mais souvent ça va pas trop à la baisse, quoi. À moins que tu travailles 3 jours semaine au lieu de 5. Oui, c'est sûr. Ok. Et du coup, à partir de là, maintenant ça y est, 2 colocs, une résidence principale. L'appartement que vous aviez, vous étiez propriétaire ou locataire? Non, on était locataire. Locataire, ok. Ouais. Ok. Et du coup, maintenant, dans ta stratégie à l'époque, c'est quoi le plan? Maintenant, le plan après, ça a été de se dire bon ok, on a les 2 appartes en locatif qui tournent très très bien parce qu'on a la rentabilité est bonne, et puis c'était l'époque où on avait des prêts à 1%, donc forcément le cash flow est présent. Tout à fait. De financement sur 25 ans, enfin voilà, donc tout roule. Donc là, on se dit bon ok, on est blindé, on a les deux colocs qui tournent bien, ils le voient, on est passé en amortissement, donc ils voient que ça tourne, etc. On a la maison, bon ok, maintenant il faut faire plus gros, donc il faut faire un immeuble. Donc on cherche un immeuble. La stratégie, c'est de se dire on va prendre des villes moyennes à 1 heure de Toulouse, à 1 heure de chez nous, parce que même si on peut gérer à distance, on aime bien se dire ok, s'il y a vraiment une tuile et qu'il faut y aller, en fait tu peux y aller en une matinée, tu fais l'aller-retour et c'est réglé. Donc on commence à faire des recherches, on visite quelques trucs dans des villes différentes, et puis finalement on trouve le premier immeuble où en fait il y a beaucoup de travaux mais un gros potentiel. Grosso modo, c'est un immeuble sur 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, c'est garage, cave. Il y a une hauteur sous plafond normale. Premier étage, un grand appartement, 110 mètres carrés à peu près. Et deuxième étage, un plateau où il y a rien du tout. Moquette au sol, sanibroyeur, et c'est tout, sur 120 mètres carrés. Et du coup, le principe, c'est acheter la part du existant, pas le toucher parce qu'il venait d'être rénové. Oui. Mais par contre, dans les plateaux vides, faire 3 appartements par plateau. D'accord. Donc 3 studios, je crois, ou des petits T2 3 petits T2. 3 des T2. Okay. Ouais, c'est ça. Et donc on trouve ce bien, je me rappelle plus, début 2022. Non, début 2023, pardon. Ok. Début 2023, on le trouve. La signature prend du temps là. Alors pour avoir le prêt, ça va. Ça a été après pour créer la SCI, vu qu'on a acheté un SCI. Oui. Donc passer par le comptable, rédiger les statuts. Le comptable n'a pas été efficace, très très réactif, on va dire. Et après, forcément, le greffe n'a pas été réactif, mais ça. Oui, classique. C'est classique. Voilà. Ça, des fois, c'est pur hasard. Hein. J'ai vu des SCI qui s'ouvrent en 3 semaines et c'est ça. Et des fois, ça met 1 mois et demi. Nous, on a dû ouvrir une société il y a pas très longtemps et pareil, ça a mis 3 mois. Parce qu'il y a toujours des trucs à corriger. Et puis, bizarrement, tu vas refaire exactement la même société avec les mêmes associés, les mêmes statuts 6 mois après, et tu sais pas pourquoi ils vont te la valider au premier coup. C'est ça. Sur 2 sociétés, effectivement, on en a une. La première, la SCI, c'est qui a mis du temps, et t'en fais une autre, et puis en une semaine, t'as le cabis. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Je tombe. Le mail est arrivé au bon moment où le mec était devant son truc et c'est passé. Voilà. Donc on monte la SCI et puis après les travaux commencent. A priori, il devait y en avoir pour 8 mois de travaux. Bon, finalement, il y en aura pour plus. Mais d'accord. Classique. Et donc voilà. Donc après cet investissement, on signe finalement au mois d'août 2023. Les travaux commencent en septembre. D'accord. Et en fait, ils ont fini là en septembre 2024, plus ou moins. D'accord, donc quasiment 1 an. Ouais, c'est ça, quasiment 1 an, parce que forcément, il y a du retard avec les livraisons. Je sais pas si c'est le cas toujours aujourd'hui, mais les fenêtres, il y avait du délai à l'époque pour les recevoir. Donc voilà, il y a des choses qui ont mis du retard, des imprévus.
Style le maçon qui dit au fait il faut ouvrir le mur périphérique de l'immeuble sinon ça passe pas. Bon surprise, ça coûte combien? Bon obligé. Obligé. Voilà. Donc des travaux qui prennent un peu de retard mais bon ça allait et puis à la fin la cerise sur le gâteau c'est Enedis qui nous met en retard. OK, donc un autre dans la team c'est des ça. ennemis d'Enedis, nous devenons nombreux, c'est Ouais, c'est ça, mais surtout ce qui est compliqué avec Enedis c'est quand ils font une connerie, nous ça a été en fait il y a un compteur existant, ils l'ont changé, mais le nouveau en fait ils l'ont pas réactivé, donc finalement tu te retrouves du jour au lendemain, t'as plus d'électricité dans le bâtiment, donc tes artisans qui t'appellent qui disent je peux pas bosser. Donc après t'essayes de joindre Enedis, donc t'as un chargé de projet, tu l'appelles, il dit il faut appeler mes collègues, blablabla. T'appelles et puis en fait finalement c'est les 12 travaux d'Astérix, la partie administrative, quoi. T'appelles un numéro, on dit, en fait, non, c'est pas ce numéro, appelez celui-là. Tu l'appelles, non, c'en est un autre. Et puis après, on t'en donne un autre, tu l'appelles, mais comment vous avez eu ce numéro? Je sais pas, c'est vos collègues qui me l'ont donné. Ah oui, je vais voir ce que je peux faire. Bon, c'est pas mon boulot, mais je m'en occupe. Et, finalement, en fait, ça a mis plus d'1 mois, où, le problème était simple à gérer, il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui passe et en fait qui mette le fusible dans le compteur et qu'il le réactive, quoi. Mais sauf que ça a été très long parce que c'est des prestataires, ils viennent, t'es pas là, forcément je suis à 1h15 de là. Si tu me donnes pas rendez-vous, j'y suis pas. Ouais, c'est ça. Et puis surtout pendant 1 mois et demi, vous avez bossé là parce que j'ai dû faire une colonne pour vos compteurs. Vous avez bossé là tout seul, vous avez besoin de personne, quoi. Mais maintenant, il y a besoin du monde. Enfin bref, voilà. Donc du retard grâce à Enedis. OK. Et finalement, livraison fin d'année, donc ce qui est un peu problématique parce que tu loupes la période de la rentrée. Et quand t'es sur des grandes villes, Toulouse, Montpellier, etc., même si tu loupes la période de la rentrée, c'est pas grave, tu vas trouver des locataires. Il y a toujours de la demande. Mais quand t'es sur des villes moyennes, en fait, sorti de la période de rentrée, c'est beaucoup plus... c'est plus calme, on va dire. Ouais, c'est beaucoup plus calme et c'est pas le même type de locataire. Parce que pour la rentrée, tu vas avoir des étudiants, donc les parents qui sont garants, etc. En général, ça c'est tranquille. T'as même tous les professionnels qui déménagent, parce qu'on va dire tous ceux qui font de la mobilité professionnelle, en général, c'est souvent quelqu'un un peu sur l'année scolaire, parce que les boîtes savent qu'il y a des enfants, etc. Ouais, c'est ça. Donc après, c'est un peu plus compliqué, donc c'est calme. Mais bon, c'est pas trop grave. Et en parallèle, donc sur livraison là 2024. Et en parallèle sur 2024, achat d'un nouvel immeuble. Ça a été le réseau. En fait, j'étais en déplacement professionnel et puis j'ai l'agent IMO qui m'a vendu le premier immeuble qui m'appelle, qui me dit je vais avoir un immeuble qui rentre, c'est comme ça. Je dis vas-y, quand est-ce que je peux venir le visiter? Et puis j'y vais. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est il est rentable, il est à un prix qui est intéressant, il n'y a pas besoin de négocier. Donc je fais l'offre au prix. Directement. Ouais. OK. Et c'est déjà loué. Alors il y a des bons et des mauvais côtés, c'est que t'as des loyers qui rentrent, puis après tu découvres des surprises avec les locataires. Au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Donc faut faire attention de ce côté-là, mais finalement ça va. Et ce deuxième immeuble, en termes de lots, ça représente quoi? Deuxième immeuble, il y a 9 lots. C'est que des petits appartements. La plupart, c'est des studios. Il y a 2-3 T2 et un T3. Mais ça reste des petits loyers, en fait. C'est des baux qui sont là depuis longtemps. Qui n'ont jamais été Tout était réévalués. loué quand tu achètes? Alors, quand j'ai fait la promesse, oui. Et entre-temps, il y en a 2 qui partent. Et en fait, j'ai su après que j'ai esquivé un nid d'emmerde parce qu'en fait, sur les 2 qui sont partis, il y en a une qui posait de gros problèmes dans l'immeuble, qui était drogué tout le temps, addict, qui faisait venir dans l'immeuble en fait des personnes presque un squat. Pareil. Donc il foutait le bordel parce qu'il s'était bourré, il rentrait, il hurlait de partout, etc. Enfin voilà. Et en fait, c'est un peu pour ça que l'ancien propriétaire vendait. Et finalement, il a regretté d'avoir mis à la vente parce qu'elle est partie. Elle a envoyé son préavis peut-être quelques semaines après avoir signé la promesse, quoi. Donc bon. Et finalement, il a de la chance même qu'elle ait donné un préavis, parce que des fois, ces gens-là, ils partent à la cloche de bois. C'est-à-dire que un jour, t'arrives et ils disparaissent. Nous, ça nous est arrivé sur un des premiers immeubles qu'on avait acheté, avec un locataire qui avait toujours été assez problématique. Et le jour où il est parti, il a juste plus donné de nouvelles. Et ça, c'est aussi toi, tu veux être carré juridiquement. Tu lui dis tu peux me faire un petit courrier, s'il te plaît. Ouais, c'est ça. C'est faut dans ces cas-là, effectivement, quand tu veux vraiment respecter la loi, t'es censé faire constater par huissier un abandon de logement. L'huissier doit revenir je crois
2 ou 3 fois pour être sûr que la personne ne vive plus là. Ça te coûte un fric monstre, tu perds du temps. La réalité, c'est que tu sais très bien que ces gens-là, juridiquement, ils vont pas venir te faire un Oui, procès c'est en ça. disant non, finalement, je suis pas parti, je reviens. Ouais, c'est ça. Donc bon, tu récupères ton appartement, tu changes la serrure de Ouais. toute façon, ces gens-là reviennent pas. En général, c'est qu'ils ont changé de ville la plupart du temps. Ouais. Voilà, je sais que moi, pour elle, c'était sa fille qui gérait un petit peu, et je crois qu'elle l'a placée peut-être en désintox ou un truc comme ça, ou du moins elle l'a récupéré. Enfin voilà. Mais en tout cas, elle est partie. Donc finalement, je récupère un immeuble à peu près carré. Oui. Bon, en gros, le principe, c'est simple comme beaucoup. C'est chaque départ de locataire, tu mets un petit coup de frais dans l'appart, Ok. et finalement, en fait, tu le reloues 50% plus cher sans problème, quoi. Ok. Et du coup, là, quand t'as acheté cet immeuble-là, t'avais déjà une bonne renta et en fait, ta renta augmente en plus au fur et C'est à ça. mesure que les C'est locataires ça. partent. J'ai acheté un peu plus de 10 points. Ok. C'est un marqueur, ça assez simple. Tu vois que sur un bien, t'as 10 points bruts. Tu dis bon, ok, normalement ça tourne. Voilà. Et donc je sais que j'ai acheté à plus de 10 points et 11%, je crois, exactement. D'accord. Et en fait, à chaque départ de locataire, ben mes loyers augmentent parce que des apparts qui étaient loués 280 €, je peux les louer 400 € après. Oui. Donc voilà. Ah, ça, franchement, c'est les meilleurs projets parce qu'en plus, ça t'évite de faire trop de travaux d'un coup. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu sais que t'as la petite carotte parce que ça, c'est des fois un peu problématique quand tu vas acheter un bien qui est au bon prix, qui est déjà loué, mais finalement où les apparts ont besoin d'un coup de frais et pourtant ils sont loués au prix du marché. Tu te dis bon, quand je vais le relouer, en fait je le relouerai au même prix. J'aurai pas Ouais. forcément cet avantage de me dire je vais le louer plus cher, mais tu vas quand même devoir mettre un billet pour le rafraîchir parce qu'il est juste dans un état qui est pas correct ou en tout cas qui commence à être un peu vétuste. Ouais. Donc ouais, ça c'est souvent un peu le problème sur ce type de bien. Et toi t'as la chance que justement t'avais des baux qui étaient Ouais. pas très élevés et ça te donne même en plus entre guillemets un peu l'arme dissuasive de si t'es un locataire qui commence à être un peu compliqué, tu peux lui faire une augmentation de loyer par rapport à sa date d'entrée, par rapport à l'indice IRL qui des fois peut être relativement élevé, surtout dans les villes moyennes. J'en parlais il y a pas très longtemps, c'est que l'indice de référence des loyers, en fait, il est capé sur l'ensemble du territoire français, où tu te retrouves avec des grandes villes où les loyers augmentent pas mal, et dans les villes moyennes, en réalité, un T2, ça se louait, dans la plupart des villes, ça se louait 400 € il y a 10 ans, ça se loue à peu près 400 € aujourd'hui, peut-être ça se loue un peu moins et ça se loue 400 aujourd'hui, mais voilà, il n'y a pas une dynamique aussi forte des prix des loyers. Et en réalité, si tu appliques l'IRL dans les petites et les moyennes villes, souvent ils peuvent se retrouver avec un loyer qui est finalement au-dessus du marché de la ville. Ok. Ce qui du coup est souvent un truc assez dissuasif, c'est qu'ils vont se dire bon au final je déménage, je retrouve le même appart moins cher ailleurs quoi. Ouais, c'est ça. Oui, ça permet de faire partir les locataires assez facilement. L'avantage aussi, c'est que si tu as un locataire qui est problématique, finalement, sur l'ensemble, l'impact, il est, il y en a quasiment pas, quoi. Je suis eu un souci avec un locataire, bon, ça a été réglé depuis, mais en fait, j'ai dû m'asseoir sur quelques loyers. Oui. Finalement, quand c'est pas grand-chose, en fait. C'est pas grand-chose, donc il y a ce côté sécurité, tu vois, qu'on entend aussi de l'entourage quand tu commences à investir, c'est oui, si les locataires payent pas, etc. En fait, si t'as suffisamment de l'eau, si t'as un locataire qui paye pas, c'est une problématique à gérer, mais on va dire que c'est pas ça qui remet en cause tous tes investissements, etc. Donc tu dors tranquille, même si un locataire qui paye pas, c'est relou, mais... Mais ça c'est sûr, de toute façon, l'immobilier n'est jamais aussi risqué que quand tu as un seul bien. Parce que, entre guillemets, si t'as une tuile sur ce bien-là, tu seras... T'as une tuile sur tous tes biens. Voilà, c'est ça, t'as le 100% du parc qui marche pas, tu vois, alors que, effectivement, quand tu commences à en avoir plusieurs, tu peux avoir de la malchance, qu'on a un peu eu en 2024, mais c'est assez rare, on va dire, d'avoir beaucoup de problèmes en même temps à plein d'endroits. Donc, c'est vrai qu'en général, ça va noyer le risque et c'est souvent comme ça que ça te permet d'être serein, de dormir sur tes deux oreilles. C'est que tu sais qu'à un moment donné, il y aura un problème, mais c'est toujours pareil. Il vaut mieux que t'aies 20 biens à 400 €. Alors oui, ça fait un peu plus d'administratif, etc. Mais si t'en as un ou deux qui payent pas, entre guillemets, c'est 10%, 5 ou 10% de tes loyers qui rentrent pas, que si t'as un seul locataire qui doit 20 000 € tous les mois. Là, pour le coup, s'il paye pas, c'est un autre sujet, quoi. Ouais, c'est ça. Là, tu commences à avoir des insomnies. Ouais, c'est ça. Et en termes de prix, de coût d'opération, pour que les auditeurs s'en rendent un peu compte sur les deux immeubles, les chiffres environ. En gros, premier immeuble, pour faire simple, achat plus notaire, on est à peu près à 300 000 et la même chose en travaux, grosso modo. D'accord, donc un projet à 600 000 quand même. Ouais, c'est ça. Bon, un peu plus finalement parce qu'il y a des imprévus sur les travaux, mais. D'accord. Et ensuite, le second, on est sur un projet à peu près 300 000 €. D'accord, ok. Donc finalement, sachant que le premier, au final, tu as des garages, un grand appart et 3 studios. Ouais, c'est ça. Le premier, je me retrouve du coup là aujourd'hui avec 7 lots. D'accord. À 600 000. Mais bon, par contre, tout est neuf, tout est nickel. Oui. Avec des prestats un peu de qualité.
c'est ce que j'ai voulu en fait, c'est de me dire ok, dans les moyennes villes souvent ce qui se passe c'est que tu vas avoir des lots qui sont assez anciens, assez vétustes, donc si tu proposes quelque chose de qualité, ça va se démarquer et tu vas pouvoir le louer plus cher. Je pense que j'ai des loyers là sur cet immeuble qui sont peut-être 10, 15, 20% au-dessus de ce qui se fait sur le secteur, mais parce qu'en fait j'ai des apparts de qualité avec la clim, etc. Donc c'est des choses pour lesquelles les gens sont prêts à payer un peu plus. Et donc sur beaucoup de travaux 7 lots, et donc sur le deuxième 9 lots plus petits dans un mauvais état à des loyers qui sont en dessous du marché, mais en fait avec un gros potentiel parce que chaque locataire qui part, c'est une occasion pour moi de mettre un ticket dans l'appartement, mais par contre d'augmenter de 50 voire plus % le loyer en fonction de la qualité que tu vas faire dedans. Ok, bah c'est top ça. C'est bravo à toi en tout cas pour ces 2 OP. Et tu nous disais justement dans l'intro d'épisode que c'était du coup le premier immeuble que tu regrettais un petit peu parce qu'il a pris trop de temps et. Bah en fait du temps, finalement tu te retrouves avec des travaux quand tu crées des logements qui coûtent relativement cher, parce que tu es obligé de respecter certaines normes, etc. Donc tu dois prendre des grosses entreprises, ce qui fait que le prix des travaux est un peu plus cher. Puis en plus c'est pas forcément mieux parce qu'en fait les grosses entreprises, toi tu discutes avec le patron, mais en fait c'est des ouvriers qui sont payés à l'heure qui viennent, et donc t'en as qui sont bons, t'en as qui sont mauvais, donc tu te retrouves avec je me suis retrouvé avec un truc où j'ai hésité à faire une photo Insta parce qu'on dirait les mêmes de les travaux catastrophiques quoi. Du style j'avais un sèche-serviette qui était planté sur le mur devant le meuble vasque, et en fait ce qui faisait que si tu ouvres le tiroir du meuble vasque, tu peux l'ouvrir de 5 cm parce qu'après il y a le sèche-serviette. Et l'électricien quand il a posé ça, il s'est dit non, il n'y a pas de problème. Donc on lui a dit il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a remonté le sèche-serviette. Alors c'est bien, sauf que il a laissé les chevilles apparentes dans le carrelage. Enfin c'est dégueulasse quoi. Ah oui. Donc c'est pour ça. Des fois c'est pas forcément les mieux. Ok. Ça prend beaucoup de temps. Finalement, l'architecte au début nous disait 8 mois. Donc finalement en fait on est sur plus de 12 et sur ajouter une 10, 14. Donc finalement en fait c'est beaucoup d'argent parce que 600 000 euros en fait, si tu regardes par rapport au deuxième immeuble, j'aurais pu en acheter 2 comme ça, plus rentable, déjà loué, etc. Gros potentiel, et plus de lots. Et donc voilà, c'est celui-là un peu que je regrette. Alors j'ai appris beaucoup forcément sur les travaux. J'étais passé avec une entreprise, un maître d'œuvre qui a géré un peu tout, donc j'ai un peu trop fait confiance, et finalement sur les devis je me retrouve plus tard à regarder vraiment ligne par ligne et de voir qu'il y a des endroits où je me suis fait douiller. Ça m'apprendra maintenant, je me dis ok, le mec qui m'envoie un devis, ok, c'est ligne par ligne, je regarde, je calcule, je regarde le prix unitaire, etc. Si ton parquet il est à 50 euros, prix 50 euros le mètre carré, je vais bien sûr regarder sur Leroy, etc. que le même parquet il soit pas à 15 euros. Ah oui, voilà. c'est sûr. Ce genre de choses. Donc oui, je regrette un petit peu parce que c'est beaucoup d'argent mis. Alors certes, c'est rentable, mais pas assez pour le temps que ça a pris et les emmerdes générées. Ok. Après, moi j'aime bien voir toujours le verre à moitié plein. Si j'ai bien compris, c'est l'agent immobilier par lequel tu as acheté le premier qui t'a amené le deuxième. C'est ça m'a permis d'avoir le deuxième. Donc et là tu vois, c'est avec elle, finalement la stratégie change, c'est je vais revendre une partie de cet immeuble. D'accord. Donc tu vas faire intervenir un géomètre division. Ouais, c'est ça. Ok. Géomètre division pour revendre une partie, et en fait moi garder que les appartements qu'aujourd'hui j'ai loués, parce qu'il y en a que j'ai volontairement laissé vides en fait pour les vendre. C'est beaucoup mieux. Puis j'étais agent immo, vendre des biens loués, c'est très pénible. C'est très pénible quand il faut voir avec le locataire pour les visites, etc. Surtout que tu peux avoir des coups où t'as quelqu'un qui passe et il te sonne, il passe à l'agence, il dit moi je cherche ça, t'as pile le bien qu'il faut, mais en fait tu peux pas y aller parce qu'il y a le locataire, tu dis putain, c'est dommage. Donc voilà, j'ai des appartements qui sont volontairement vides, toujours en différé, donc ça va, pour les revendre. D'accord, ok. Donc après, tu vois, ça c'est un truc, nous on était venu un peu à la même conclusion que toi, c'est que nous on a aussi fait une grosse OP un peu dans le même style avec beaucoup de travaux, et c'est vrai qu'en fait c'est tellement de temps et d'énergie que aujourd'hui on a un peu la même réflexion de se dire finalement si on fait des OP, en fait si on va une OP avec autant de travaux, faut vraiment que la renta et la plus-value soit sensationnelle pour qu'on puisse accepter de mettre autant d'énergie dedans, parce que en termes de chiffres c'est ok, tu vois. Enfin nous notre OP est rentable, de ce que j'ai compris la tienne aussi, mais c'est vrai que tu vas y mettre tellement de charge mentale, tellement d'énergie qu'en fait tu aurais pu faire 4 autres projets beaucoup plus simples. Alors peut-être pas en termes de financement, mais juste
juste en termes d'énergie et de ce que tu as envie de mettre dans tes investissements, tu aurais pu le faire 4 fois tellement ça va te prendre là-dedans. Et notamment, toi aussi, du coup, tu as pu tester Enedis. C'est des choses qui vont vraiment venir un peu faire des points noirs dans ton investissement parce que ça va tellement te manger ton on va dire ta charge mentale que au bout d'un moment tu te dis j'arrête je pense que toi aussi peut-être as eu des moments où tu t'es dit mais quelle idée d'avoir acheté à tous les cet projets immeuble. à tous les projets tu te le dis avant que les travaux commencent ou des choses comme ça, tu dis est-ce que c'est pas un peu gros quand même. Puis après 600 000 euros quand tu vois des trucs sur internet un peu de partout, c'est pas beaucoup, mais en fait quand tu fais un prêt tu dis mais c'est monstrueux 600 000 euros. Et donc il y a plein de fois tu te dis pourquoi j'ai fait ça, je devrais arrêter. Et puis finalement non, en fait va jusqu'au bout, mène-le, et puis après normalement ça va aller. Surtout qu'il y a tout dans l'immobilier parce que nous avec ce projet-là on a beaucoup de travaux aussi qui est pas fini. Le projet qu'on a fait juste après c'était vraiment un local commercial en off market qui était super bien placé, qui était neuf dans une zone industrielle où il y a un McDo qui ouvre à côté. C'est vraiment le truc parfait. On l'achète, on le met en location 2 semaines, je pense, après la signature. Et le locataire, c'est une association d'État, donc vraiment un truc où tu sais que tu vas payer du loyer et on est à 14% de renta, quoi. Et on se dit pourquoi faire un projet avec autant de travaux. Là, tu dis combien t'aurais pu en acheter des comme ça à la place du gros projet, quoi. C'est exactement ça, quoi. Donc non, c'est vrai que après c'est des choix à faire d'investisseurs, mais ça forge aussi parce que je pense que des fois il faut aller sur ce que tu regrettes un petit peu pour bien savoir après sur quoi tu vas te diriger, sur quoi tu vas te spécialiser en soi, parce que c'est vrai que les gros projets travaux ils sont formateurs. Moi toujours je déconseille de commencer par ça parce que c'est un coup à malheureusement des fois ça m'est arrivé d'écouter des podcasts de personnes à qui ils sont arrivés des arnaques avec les artisans, des trucs comme ça, où à la fin ils finissent, ils ont près de 300 000, ils ont un immeuble qui vaut un tiers de ça. Donc des fois tu peux avoir un peu des catastrophes de vie à cause de ça, mais non, c'est surtout que par contre tu vas apprendre beaucoup sur toi, sur l'immobilier, sur l'investissement, sur la notion de cash return, parce que c'est vrai que des fois tu as tendance à voir un projet, regarder le coût, compter les loyers que tu vas avoir, calculer ta renta et à pas rajouter le facteur énergie que tu vas y consacrer avec. Ouais, tout à fait. Non, mais t'apprends beaucoup de choses, et puis après, même si sur la théorie, t'as des choses que tu connaissais, en fait, quand tu es confronté, tu vois vraiment les galères que ça peut être, et en fait, qu'est-ce que ça engendre. Parce que par exemple, j'ai dû faire une colonne pour Enedis. Enfin, c'est pas une colonne, j'avais le choix entre la colonne et un local. Je préfère prendre le local, ça coûtait un peu moins cher, mais c'est pareil, tu dois faire ils te disent ok, sur ton immeuble, là, tu te démerdes et tu me fais un local en dur de temps par temps où je vais mettre toute mon installation. Ok, super. Et voilà, donc ça c'est la surprise. Mais t'apprends beaucoup de choses, et en fait t'apprends par exemple demain si on me propose un projet qui est super intéressant, mais je sais que Enedis joue une grosse partie parce que il y a des compteurs à rajouter, des colonnes à faire, des trucs comme ça. En fait, je vais peut-être le regarder à 2 fois et me dire finalement je préfère prendre un truc où j'ai moins d'emmerdes, où tout est plus ou moins fait, t'as optimisé, ou sinon ça a vraiment intérêt de cracher de la renta. Ok. Et peut-être revenir un petit peu plus sur ton entourage, sur la manière dont tu as réussi un peu équilibrer ta vie perso, ta vie pro, tes investissements, en plus avec 2 jeunes enfants, si j'ai bien compris. Donc c'est c'est ça, parce que entre-temps en fait, j'ai eu mon 2e fils qui est né l'année dernière en 2024, donc je pense que ça a été quand on a fait l'offre sur le 2e immeuble ou pas loin, quoi. Donc voilà, donc plein de choses en même temps. Effectivement, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie. C'est compliqué, mais après en gros tu vas un peu te recentrer sur l'essentiel, quoi. Là par exemple, s'il y a un petit truc et que je peux éviter de me déplacer, je me déplace pas. Il faut vraiment que ça soit gros pour que je me déplace, parce que il y a les enfants, la vie de famille, etc. à gérer à côté. Voilà. Par chance, là où j'ai mes immeubles, on a la mère de mon épouse qui est pas très loin. Donc des fois on joint l'utile à l'agréable. Si on va passer le week-end là-bas, comme ça on peut lui laisser les enfants, et nous ou moi je vais sur les biens et faire ce que j'ai à faire. Voilà. Mais sinon c'est compliqué quand on a des enfants. Soit on a de la chance et on a de la famille qui est vraiment pas loin, et à ce moment-là c'est simple, j'ai la grand-mère qui est pas loin, le grand-père, mamie, papy, voici les enfants, moi j'ai des travaux à faire, ça va. Si on n'a pas la famille à côté et qu'on investit un endroit où on n'a pas non plus la famille à côté, c'est compliqué, ou du moins ça veut dire que t'en as un des deux qui reste avec les enfants, et ceux qui ont des enfants en bas âge,
ils comprendront. C'est pas facile ces périodes-là parce que mon premier a 3 ans et le deuxième a 1 an. Donc c'est des moments où ça demande beaucoup d'attention, faut surveiller. Enfin voilà. Oui, oui, Donc c'est sûr. tu peux pas non plus trop poser et les laisser jouer dans le jardin, quoi. Donc bah il faut s'organiser. Ça demande beaucoup d'organisation, de préparation aussi parce que tu peux pas partir du jour au lendemain comme ça. Donc c'est arriver à gérer l'emploi du temps. Ouais, c'est compliqué, mais des fois t'as pas le choix. Ok. Et est-ce que c'est pas un peu un moteur aussi quelque part? Ouais, alors c'est un moteur de plein de choses, parce que tu réfléchis à beaucoup de choses, à l'éducation de tes enfants que tu vas leur donner. Quand tu penses à l'éducation, tu penses à l'école. Est-ce que je vais les mettre dans le public, dans le privé? Le privé sous contrat, pas sous contrat, ce qui est pas du tout la même chose et pas du tout les mêmes tarifs. Oui, Et c'est donc sûr. tu dis bon, en fait, bah il faut y aller. Donc bon, on va continuer l'immobilier parce que bah il faut générer du cash D'accord. parce que ça va en demander. Tu réfléchis à plein de choses, à te dire bon ben ok, si jamais je devais tout plaquer et partir, où est-ce que je vais? Voilà. Donc c'est un moteur. C'est un moteur parce qu'en fait tu dis bon quelque part j'ai pas le choix, il faut vraiment enchaîner, parce que t'as pas envie qu'ils galèrent en fait. T'as envie qu'ils aient une vie cool, agréable. Toi tu galères, mais qu'eux Oui, ils le ressentent pas et qu'ils aient un petit peu tout ce qu'ils veulent. Bon, forcément t'as une éducation qui leur donne des bonnes valeurs, mais t'as pas envie qu'ils manquent de quelque chose. c'est sûr. Et t'as envie de leur donner le mieux quoi qu'il arrive. Et pour leur donner le mieux, bah c'est bête, mais en fait il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, bah soit t'as tes activités pro, l'immobilier ça en est une. Chaque projet c'est un petit projet entrepreneurial, et donc ça te pousse à continuer, optimiser, et même ça te fait un petit peu grandir parce que des fois quand t'as des problèmes avec des gens, en fait d'être devenu père, t'as une autre posture, et c'est différent. Ok. Bah, merci en tout cas pour ce retour, parce que c'est vrai que nous forcément c'est pas encore le cas, on n'a pas encore Ouais, les enfants là-dedans, et c'est bien d'avoir des fois le retour parce qu'on le voit, on a des amis qui investissent aussi et qui ont un enfant en bas âge, et on voit que ça leur fait un moteur, mais c'est aussi quelque chose qui oblige de l'autre côté à s'organiser. ouais, Bah forcément des fois tu y serais allé à deux, ou t'aurais fait ouais, quelque chose à deux, bah là il faut penser qui va s'occuper c'est ça. des enfants, etc. Donc non, c'est très intéressant. C'est ça. Bon, les deux ont déjà visité des biens immobiliers avec nous Oui, quand ils étaient j'imagine. petits. Pas C'est le bien, ça leur choix. donnera la fibre Ah auto, c'est ouais, c'est ça. Pas le choix. C'est tiens, viens voir, j'ai un immeuble à 10%. Bon ben, j'arrive. J'ai ouais. le petit avec moi. Ouais, ouais. OK. Et on en parlait un peu en intro tout à l'heure. C'est quoi les prochaines étapes pour toi en termes de projet d'investissement? Comment tu vois les choses? Là aujourd'hui, c'est optimiser ce que j'ai. Donc là, pour première partie d'optimisation qui est assez simple, c'est les assurances emprunteurs. OK. Parce que en gros, en comparant avec d'autres prestataires, je me suis rendu compte que bon, la banque nous en finançait, c'était cool, mais ils se sont Oui, dit bon ok, je me paye sur l'assurance. Et c'est des souvent fois, comme ça. je me paye bien sur l'assurance. Donc ce que j'ai fait, c'est que toutes les assurances, en tout cas qui ont plus d'1 an, en tout cas les changer. Et finalement, tu te retrouves avec des montants où tu dis bon ok, tous les mois t'as 250 € D'assurance emprunteur d'économiser. qui sortent, Ouais. ouais. Et c'est ça, c'est sans compter le dernier, parce que je me dis à chaque fois je leur laisse au moins 1 an, Oui, histoire d'eux. Et après aussi remoduler la durée des prêts sur chaque offre de prêt. Enfin, il faut regarder dans les lignes, mais on peut moduler un petit peu la durée. Alors, il faut pas que ça excède la durée de départ, mais en oui, fait, quand t'as un prêt depuis 3, 4, 5 ans, en fait, tu peux revenir sur une mensualité un peu plus longue, donc baisser tes mensualités de prêt, donc ça fait une partie de l'optimisation. Et OK. après, pour moi, l'optimisation principale, c'est sur le premier immeuble que j'ai acheté, revendre une partie, une grosse partie. En fait, je garderai que 3 lots sur 7, D'accord. ce qui me ferait un projet finalement plus petit, Oui, mais avec plus de renta, plus de cash flow, moins de risques, on va dire, financiers, ou sur les 3 appartes, même si t'en as un qui est vide, bah, c'est pas grave, tes oui, charges sont payées. d'accord. Donc finalement, ça va être ça. Donc optimiser déjà la première partie. Dans l'optimisation, on a aussi un projet sur notre maison. En fait, on a un grand terrain où on n'utilise qu'une partie. Bah, l'autre partie, en fait, on se disait, est-ce qu'on le revend? Mais il y a toujours ce problème juridique avec l'héritier Oui, mystère. OK, Bon, bah ok, on va faire construire une maison. d'accord.
Donc là, on est dans les démarches architectes, etc. Donc faire construire une maison pour, en fait, finalement y habiter. Au début, on s'était dit c'était pour louer, mais en fait, quand tu fais ta maison par un architecte, C'est sûr que c'est quand même plus sympa d'y habiter. ouais, c'est ça. Donc l'idée, c'est d'y habiter et de louer la nôtre. D'accord. Enfin voilà. Donc c'est optimisation de l'existant pour l'instant, et je pense qu'on verra peut-être en fin d'année pour repartir à la chasse et chercher d'autres projets. Et je pense sous d'autres formes, peut-être investir en SAS pour commencer à faire une foncière et pouvoir avoir d'autres activités au sein de cette société. Ok, bah c'est bien, ça fait des beaux projets. Ouais. Et c'est bien parce qu'on voit la transition entre guillemets, bah t'as un peu empilé les lots pour l'instant, Ouais. et là tu te dis bon ben voilà, il y en a une partie que je vais devoir revendre, bah, ça va me permettre de me désendetter un petit peu parce que Ouais. j'imagine la banque elle va peut-être pas trop te permettre d'en récupérer une partie, elle va surtout te dire rembourse d'abord le prêt. Ouais, c'est ça, surtout que c'est une hypothèque, donc de toute façon, t'es Ouais. obligé. Le notaire te demande pas ton avis, il dit il y a une hypothèque, il faut que je rembourse la banque. Ah, honnêtement, ça vaut le coup pose la question, on sait jamais. Des Ouais. fois, t'as des banques qui acceptent de faire des systèmes de ratio entre Ouais. guillemets si par rapport au montant total que t'as emprunté à ce que tu revends, je sais pas, imagine, je donne des chiffres simples comme ça, c'est facilement illustrable, mais grosso modo, imagine ton OP t'a coûté 700 000, la banque t'a financé 700 000, on va dire l'ensemble vaut 1 million et t'en revends la moitié. T'as des banques qui vont te dire ok, tu revends 500 000, je veux que tu rembourses 500 000 sur le prêt, et t'as des Ouais. banques qui vont te dire ok, allez, du coup tu vends la moitié, tu rembourses la moitié du prêt, le reste du Ouais. cash tu peux le conserver. Je l'ai déjà Ouais. vu, à voir si en Ouais. fonction des relations avec la banque. Ouais, Attends moi peut-être c'est avant de ça. changer Alors non, d'assurance mais emprunteur, mais j'en ai déjà parlé et on était sur cette partie-là, quoi. En gros, c'est ok. remboursé au prorata Au de prorata, ok. ce qu'ils ont payé. Donc grosso modo, je vais vendre les 2 tiers de l'immeuble, donc Oui. je rembourserai les 2 tiers du prêt. Et en fait, j'aurai une plus-value que je vais garder. Ok, bah ça c'est quand même bien parce que ça te permettra pareil d'avoir un Ouais. peu de l'effet de levier pour autre chose. Peut-être le projet de construction de la maison, je sais pas encore comment tu On verra. l'envisages, ou tout simplement un apport sur un prochain bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc Ok. ça sera ça. Bon, ben c'est top en tout cas. Et si toi tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à se lancer, qui se dit bon, immobilier, maintenant les taux d'intérêt sont plus élevés, il y a sans cesse des nouvelles normes qui viennent sur les Ouais. DPE, sur les plafonnements des loyers. Qu'est-ce que tu lui dirais là-dessus s'il devait choisir une première OP, s'il devait se convaincre que c'est la bonne Fonce. chose de passer à l'action? Ouais, pas trop réfléchir un peu quand même, mais de se mettre en action, faire des visites, quitte faire des offres, c'est pas grave, même si il veut faire une offre assassine, au pire ce qui risque c'est un non. Mais en tout cas d'y aller et de faire quelque chose de simple. Sur un premier projet, je conseille pas de faire des trucs avec beaucoup de travaux. Je prends l'exemple, mon premier projet c'était achat 150 et 10 000 de travaux. C'est pas un truc énorme. Mais voilà, un premier projet qui est simple, qui tourne, et ensuite faire éventuellement de plus en plus gros et de plus en plus complexe, où t'en as certains qui aiment enchaîner tous les petits trucs simples. Je prends l'exemple de Bye Bye Patron, Oui. qui lui il adore enchaîner les petits apparts en copro, comme ça il a pas à gérer les gros travaux. Oui. Et puis voilà, donc il y en a pour qui ça marche bien. Après chaque investisseur verra ce que lui il préfère faire. Commencer petit, grossir petit à petit, mais commencer maintenant en fait, parce que certes il y a les taux d'intérêt qui sont plus élevés. En vrai, c'est des taux d'intérêt qui aujourd'hui sont normaux. Oui. L'aberration, c'est quand on a pu acheter à 1%. Alors c'est chouette d'avoir un prêt sur 1,10, 1,15 sur 25 ans. C'est pas normal. On en a profité, c'est fini. Faut pas espérer revenir à ça, mais se dire qu'un taux de 3%, c'est à peu près normal. Et que si jamais ça venait à la baisse, en fait, tu peux toujours renégocier ton taux. Si ça va à la hausse, toi, tu as un taux fixe, donc de toute façon, ça bouge pas. Mais par contre, le prix de ton bien, lui, il va pas bouger. Le prix auquel tu as acheté, lui, il va pas bouger. Donc, c'est intéressant de commencer aujourd'hui, acheter, et normalement, ça tourne bien. Si tu fais pas n'importe quoi et que tu achètes quelque chose qui va se louer et t'as un peu de rentabilité, c'est très bien. Faut pas se dire que la première opération, ce sera la meilleure, loin de là. Souvent, ça ne l'est pas. Mais se mettre en action, c'est toujours mieux que ne rien faire et d'attendre le moment parfait, parce qu'en fait, des mecs qui attendent le moment parfait, il y en a qui l'attendent depuis 30-40 ans. Alors que si on reparle des taux d'intérêt, tu vois, début des années 2000, tu avais des taux à 5, 6, 7. J'ai eu des clients, moi, quand j'étais agent immobilier, qui avaient acheté dans ces périodes-là, qui ont revendu quand les taux étaient à 1. Ils étaient très contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait une énorme plus-value. Tout à fait, ça c'est sûr. Voilà, ils ont un prêt qui a été amorti. Donc, en fait, capital restant à la banque, il y avait quasiment rien. Donc, tu vends ton appart 150, tu prends 150. Merci.
Et j'ai même envie de dire, ceux qui se posent des questions pour la retraite, etc., on n'est pas obligé de faire comme nous on a fait, tu vois, d'enchaîner, d'empiler les lots. Tu peux faire quelque chose de simple, qui au début, c'était un petit peu... avant de commencer ces investissements-là, c'était un petit peu ma stratégie, c'était de me dire, bon, bah, ok, si entre mes 30 et mes 40 ans, mettons, j'achète, allez, un appart tous les 2 ans, ce qui est pas grand-chose. Oui. Bah, tu te retrouves, en fait, à tes 40 ans, t'as 5 appartements, financés sur grosso modo 20 ans, t'arrives à l'âge de la retraite, t'as 5 appartements qui sont payés. Ben, ok, t'as 5 loyers qui tombent tous les mois pour complémenter ce qui restera, on sait pas ce qui... voilà. Le pas grand-chose qui Voilà, restera. sur le Ponzi des retraites, mais voilà, peu importe, t'auras 5 apparts, en fait, qui vont tourner, et si ça suffit pas, ben, en fait, tu peux toujours en vendre un et tu repars avec 150 et... bah, tu peux faire des choses, quoi. Tu peux voyager, Tout à fait. tu peux tout vendre et repartir avec un gros ticket, partir ailleurs, aller dans des pays où la vie coûte pas cher. Et en fait, c'est un peu la liberté que tu t'achètes. Donc, commencer aujourd'hui, commencer petit, et après, tu verras ce que tu préfères faire, si tu veux enchaîner ou faire le bon père de famille, quelques lots, mais au moins, tu sais que plus tard, ton patrimoine il est sécurisé. Et en fait, ta fin de vie, tu vas pas galérer tous les mois, tu seras bien. Ok. Bah, un grand merci pour ce conseil. En tout cas, il est excellent. Avec plaisir. Je sais pas si t'as peut-être un dernier mot pour cet épisode. Non, c'est bon, bah, ce conseil, je trouve, ça fait un bon dernier moi mot. aussi, je trouve ça fait une bonne conclusion. Bon, en tout cas, un grand merci à toi d'être intervenu sur le podcast et puis de t'être déplacé aussi, parce que du coup, on a pu l'enregistrer en direct et je pense que les auditeurs s'en rendront compte. C'est toujours un peu plus fluide que si on l'avait fait à distance. Ouais, je préfère. C'est toujours mieux parce que tu le sens quand c'est en visio, et puis en plus quand tu bosses en visio, il y a des fois tu dis bon, oui, les interactions sont pas les mêmes. Si tu veux te couper ou répondre rapidement, en fait, tu peux pas. Tout à fait. Voilà, c'est mieux. Ok. Bon, mais en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite dans tes projets, sur tes belles opérations. On te félicite aussi pour ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et puis, un grand merci à toi. Et puis, sans doute à une prochaine. Ouais, merci Julien. Salut, à bientôt. Ciao.